J'ai fait 3 primes là-bas avec Florent Pagny, audition à l'aveugle, battle et puis preuve ultime. Je me suis rendu compte de la violence de ce milieu. Je comprenais pas, tu vois, le couple. Le couple, c'est le plus gros miroir, quoi. Le plus gros miroir de soi. Mais là, c'est la mort de soi-même, en fait. C'est la mort de soi-même. Tu te suicides, suicide social, quoi. Aurel, non, mais voilà, Aurel, c'est une regarde. Moi qui croyais que c'était une force, tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était une faiblesse avec le temps. J'ai fui l'amour. Alors pardonne-moi si je n'ai su t'offrir ce que savent ceux qui savent s'aimer jusqu'à mourir. Moi, c'est, je trouve, le plus gros malheur de l'être humain de pas se sentir légitime à être soi-même. Parce que ça fait peur d'être soi-même, tu vois, ça fait peur de se regarder. Ça fait presque plus peur d'être soi-même que d'être quelqu'un d'autre. J'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 6 ans et c'était son chanteur, tu vois, c'était le truc, donc c'était assez fort symboliquement et j'ai toujours contact avec lui. C'est vraiment mon amour. Je veux que les gens sachent qu'ils ont ce truc, qu'ils ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et des fois, il y a des gens d'ailleurs qui veulent que ça reste un fantasme, tellement c'est beau dans leur cœur. Chaque être humain a quelque chose en lui que personne d'autre ne peut répliquer. Personne d'autre. C'est Oui. impossible. Et c'est pour ça, justement, trouver son propre remède, c'est ça. C'est trouver le remède qui nous fait vivre, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Remède, le podcast où chacune des histoires de mes invités est un médicament qui vous aide et vous encourage à trouver votre propre voie. Mais n'oubliez jamais, le premier remède, c'est vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Chloé. Salut Chloé. Salut. Ça va? Ça va et toi? Premier podcast ou... Premier podcast. Ouais. Ouais, podcast à proprement parler. Pas première interview, mais premier podcast. Toi, tu es auteur, compositrice, interprète. Si tu étais une chanson, quelle serait cette chanson? Ça, c'est hyper difficile, je pense, pour tous les chanteurs, pour tous les musiciens, même pour tous les artistes en tant que tels, c'est de choisir, que ça soit pour un écrivain, un livre, ou que ça soit pour un chanteur, une chanson. Enfin, tu vois, c'est super, super dur. Et en même temps, on va essayer de faire ce qui vient dans l'instinct, là, tout de suite. Ce qui vient tout de suite, ça serait peut-être Notre-Dame Mélancolie de Damien Saez. Voilà, c'est pas la plus connue, mais je trouve qu'elle fait écho à certaines choses dont on va peut-être parler dans la suite du podcast, quoi. Parle de quoi cette chanson? Ben justement, tu parles du remède, peut-être de cet esprit de résilience peut-être dans les moments les plus durs de notre vie. Voilà, je pense que ça va en profondeur là-dedans. Ça parle d'amour, ça parle de déchirure, ça parle de comment composer avec tout ça, en fait. Donc, ouais, c'est assez vaste, hein. Chaque sujet que tu viens de décrire, en fait, est une disserte de philo à part entière. C'est ça, hein, donc, voilà. Tu connais. Moi, je te connais un petit peu, on se connaît un petit peu, hein. Mais j'aimerais justement, au lieu de te décrire par mes mots à moi, j'aimerais que tu puisses nous dépeindre un petit peu ton parcours par les tiens. Déjà, évidemment, ton parcours musical. On va aller dans les victoires, les choses qui ont été incroyables pour toi, et les doutes, et Dieu sait qu'il y en a dans une carrière musicale. Quel est ton parcours musical et comment tu te décrirais? Ok. C'est vrai que généralement, hein, c'est l'intervieweur qui le fait, ça. C'est là où tu te sens un petit peu... Exactement. Comment je me mets, comment je me place et tout. Et c'est intéressant. Déjà, pour parler du parcours musical, bon, ça peut aller assez vite, entre guillemets. Moi, j'ai toujours été attiré par la musique, par la batterie. Comme toi, d'ailleurs. D'abord par la batterie quand j'avais 8 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Il y avait ni la place, on était dans un milieu assez populaire, tu vois, donc il y avait pas forcément l'argent ni quoi que ce soit pour pouvoir avoir une batterie, pour pouvoir en faire. Donc mes parents m'ont offert l'instrument le plus populaire qui soit, c'est-à-dire la guitare, tu vois. Donc j'ai commencé à la guitare électrique toute seule, en fait, en autodidacte à 9 ans. Après ça, il y a eu des parcours. J'ai commencé à écrire. Surtout, tu vois, en fait, c'est plutôt l'écriture au final. C'est la musique évidemment, mais je crois que l'essence même de mon parcours musical et même, on va dire, humain, ça va être l'écriture, c'est les mots. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire dans les petits carnets, comme on le fait tous en fait, hein. On le fait tous, on a tous notre petit carnet, notre petit truc où on se confie parce qu'on sait pas à qui se confier, à part à soi-même parfois. Et donc tous ces petits carnets-là, moi j'avais la guitare, je me suis dit tiens, on va peut-être corréler les deux, quoi. On va mettre les deux ensemble, on va voir ce que ça donne. Au début, bon, c'est des chansons quand t'as 10 ans, quoi, tu vois, des trucs un petit peu bateaux, mais en tout cas, c'était sincère. Et c'était surtout ce que j'avais besoin d'exprimer, parce que c'était très difficile, tu vois, dans le milieu dans lequel je vivais, d'exprimer, de communiquer, de dire ses émotions. C'était assez tabou, en fait,
Donc toutes ces émotions, il fallait les sortir d'une façon ou d'une autre. Tu parles du milieu, milieu Alors je parle du milieu familial. D'accord. Je parle peut-être du milieu familial, en tout cas tu vois, du contexte dans lequel j'étais à cette période-là, donc à mes 10 ans. Donc après, bref, le temps passe. Moi, je conserve cette passion un petit peu au fond de moi quand même. Tu vois, je la vis seule, cette passion, d'une certaine façon. Genre, mes parents m'offrent la guitare, mais en soi, c'est pas... on va pas vraiment voir ce que je vais faire et tout, tu vois. Ça va être vraiment de loin, c'est moi avec moi, quoi, cette passion-là. Le temps passe et puis je vais vite dans le truc. S'il y a un piano qui arrive à un moment donné aussi, parce que je voulais me mettre au piano, j'ai commencé à pianoter, pareil en autodidacte. Et puis après, composer un peu plus, à écrire encore plus, des choses plus profondes, avec un vécu différent, parce que évidemment l'adolescence, etc., il se passe d'autres choses. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ouais, il y a eu The Voice, en fait, en 2017, si je me trompe pas, c'est ça. Okay. Donc là, c'est ma mère, tu vois, qui m'écoutait un peu quand même, tu vois, derrière la porte et tout. Elle osait pas, des fois, je t'ai dit, il y a beaucoup de pudeur. Mais à un moment donné, elle me dit, écoute, Chloé, il faudrait peut-être que, vas-y, passe à Limoges. Moi, j'habite à Limoges, je suis originaire de Limoges. Et c'était la première fois qu'ils venaient faire un casting ici, en fait, à Limoges. Les casteurs de The Voice, pardon. Donc okay. Elle me dit vas-y teste, il t'a rien à perdre. Moi je me suis dit vas-y, j'ai rien à perdre, je prends ma guitare, j'ai fait Emma de Matmata, tu vois, et Skinny Love de Bon Iver, parce que c'est pas Birdie. Et en fait j'ai été prise sur les 2 qui ont été prises là-bas. Donc moi je suis partie à Paris, j'avais 18 ans. Alors là je sais pas, il y avait des pas mal, tu vois, mais en tout cas, on était 2, et puis je me suis retrouvée à Paris, donc grande ville, machin. Je dis waouh, enfin c'est ça. Moi, je veux partir de Limoges. Je veux trouver cette effervescence, tu sais. Enfin, on partage cette même chose. Et la vie, un rêve immense, tu vois, que je portais, que je porte. Et donc voilà, je voulais aller à fond, même si je voulais tenter cette expérience de télévision. Même me dire ça va peut-être être un déclencheur par la suite, même si dans ma tête j'ai toujours été dans un esprit un peu anard et un truc non, on va pas à la télé, tu vois, un esprit un peu quoi, anarchiste, tu vois, il y a le côté un peu complètement, tu vois, vraiment ce point-là aussi, non, mais voilà, ouais, exactement. Donc il y avait ce côté un peu on rejette un peu ce système, tu vois, on le rejette, on le méprise même, carrément. En fait, vraiment on le méprise carrément. Donc là je me suis dit bon, je me posais même pas cette question, je me suis dit c'est peut-être une ouverture pour quelque chose, quitte à cracher dessus après. Tu vois, vraiment c'est ça en fait. Donc j'ai fait 3 primes là-bas avec Florent Pagny, donc audition à l'aveugle, tu vois, battle et puis preuve ultime. Je suis parti, je me suis rendu compte de la violence de ce milieu, tu vois, la violence que c'était d'être en fait une espèce de, tu sais, j'ai un peu cette image de des vaches tatouées, enfin tu vois, il y a un truc un peu une bête de foire, t'es juste un objet, on te dit tu vas aller très très loin, puis en fait tu vois du jour au lendemain on te lâche dans la nature. Il y a un côté très inhumain, très superficiel qui est tout sauf moi, avec toute mon entièreté, et là, comme je suis venue d'ailleurs dans cette émission, tu vois, et qu'on veut vraiment te changer au fil du temps. Mais c'est justement, en fait, je suis certain qu'on va en parler parce qu'on en a déjà discuté tous les deux, mais c'est un peu la volonté d'argent. En fait, c'est 2 profils qui se côtoient. C'est producteur versus artiste. Donc, tu as vraiment la volonté de croître argent et peut-être même tout simplement argent et pouvoir. Versus l'artiste qui lui essaye de se débattre avec ses propres émotions déjà et qui essaye mais ça on parlera aussi de ça, de ce truc là entre argent, artiste, et puis aussi de l'art en tant que survie quoi, quelque part. Exactement, ça part d'une survie, c'est vraiment le terme. On pourra en reparler plus tard. Bien en effet. Et donc après cette sortie de The Voice, moi j'avais déjà mes compositions, j'avais commencé à écrire à 15 ans, je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose. Donc vite j'ai fait un EP de 6 titres, ça s'appelle La Note Exacte. Et puis ensuite, là, je viens tout juste de sortir mon dernier album, autoproduit aussi, tu vois, qui s'appelle À l'aube de l'écorchure. Donc pour parler de survie et de résilience, c'est parfait, tu vois. Clair. Et donc voilà, toujours inspiré c'est plutôt rock français, chansons françaises. Moi, je suis restée là-dedans. Je viens d'un milieu très, très métal, plutôt même death metal. On partage la même chose, encore une fois, mais c'est terrible. Et il y a ce truc-là, et puis ça m'a toujours suivi. Et puis j'ai aussi une culture très, très rap. Rock, bref, donc j'ai un peu mélangé tout ça, puis à la fois ça se retrouve dans mon univers musical et dans ce qui résonne en moi aussi, même humainement.
Tu dirais qu'il y a du rap dans Ouais. ce que tu fais? Bien sûr. Oui, il y a quelques Ok. morceaux, il y a même du slam, il y a du rap dans le dernier album, tu vois. Ok. Mm. Ouais. Ouais. Et donc après, même pas après The Voice, est-ce que tu as retiré déjà quelque chose? J'imagine que tu as retiré quand même quelque chose de positif, parce que là, on a parlé de quelque chose de dur avec les producteurs, ce milieu dans lequel tu rentres, en fait, de plein fouet, j'ai envie de dire. Avant, tu étais dans ta chambre et maintenant, tu es en prime, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. pareil. Et qu'est-ce que ça t'a quand même apporté de positif? Ça m'a prouvé que déjà j'étais capable de chanter devant des millions de personnes, tu vois. C'est quand même un gros truc. Faut voir le machin, quoi, tu vois. Je veux dire, Clairement. c'est quand même quelque chose à 18 ans, tu vois. Moi, j'arrive là, j'ai l'impression que j'étais dans un film, tu vois. Vraiment, j'arrive sur le truc de la scène de The Voice. Je me dis, putain, mais en fait, je suis dans un film, là, c'est quoi? Et tu sais, quand il se retourne, j'ai l'impression que c'était des figurines que je voyais, genre M. Pokora, Florent Pagny, genre, il me fait un câlin, je dis, c'est quoi? C'est sûr, c'est l'être humain, ça, tu vois. Donc, il y avait de ça. Et puis, à la fois, il y avait donc se prouver à soi-même que c'est possible. Une certaine forme de reconnaissance dont je pense on a tous besoin. Tu vois, d'une certaine façon, c'est pas forcément pour enrichir l'ego, c'est simplement parce que ça fait du bien de se prouver à soi-même que c'est possible et qu'il y a des gens, en effet, qui peuvent croire en nous aussi, que ce rêve est possible. Et ça, c'est important. Donc, et c'était surtout déclenché, ce que ça m'a permis de savoir, c'est vraiment que c'était mon chemin. J'avais l'évidence du chemin, encore plus. Ça a concrétisé cette évidence. Oui, Tu vois, je vois bien, il y a la foi avant, enfin, je veux dire le truc de ok, La je foi. sais, mais là, ok, c'est palpable. c'est palpable, en fait. C'est concret, c'est possible. Et c'est pas parce que je suis sortie qu'en fait, on veut plus de moi. Au contraire, ça m'a donné encore plus de force pour pouvoir tout défoncer. Et justement, pour pouvoir aller pour savoir aussi ce que ça m'a permis de positif, c'est de savoir que le chemin, en fait, c'était pas celui-ci, c'était pas forcément. Je crache pas sur la télé et tout, c'est pas ce que je veux dire, mais c'était pas faire des télécrochets et tout, c'était suivre mon propre chemin aussi. Aller vers c'est pas forcément rester dans l'autoproduction, mais aller vers quelque chose de très authentique, en fait. Donc voilà. Authentique, oui, plus personnel en fait. Plus personnel. Parce que tu trouvais que c'était moins authentique, The Voice? Ouais, je trouve qu'on peut vite s'y perdre. Tu vois, si j'étais restée là-bas, si j'avais signé, par exemple, avec Universal et tout, à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, peut-être que je me serais perdue. Parce que j'étais trop jeune, peut-être parce que j'avais pas les armes, parce que j'avais pas compris des choses sur moi, que maintenant j'ai compris. Maintenant, tu vois, je suis armée. Et là, c'est différent. Oui, c'est vraiment une preuve, quelque chose comme un tampon, tu sais. Ouais. C'est bon, certifié, tu peux faire de la musique. Ouais, c'est même pas. Tu peux, je Non, savais. mais quand je dis tu peux, toi avec toi-même, j'entends. Hein. C'est pas les autres avec toi-même. C'est ce que, dans ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avant, tu étais toute seule. Maintenant, il y a une espèce d'approbation des pairs, quelque part, quand même. Oui. Pas de nos pairs, quand on dit de nos pairs. Oui. Et est-ce que tu as rencontré des gens à cette époque, et donc pour finir un peu peut-être le chapitre The Voice, à moins que tu aies encore envie de parler là-dessus. Non, je t'en prie. Est-ce que tu as rencontré des gens donc, durant cette aventure avec lesquels tu es encore en contact aujourd'hui, des musiciens, des auteurs, des compositeurs, peut-être tout à la fois, auteurs, compositeurs, interprètes, avec qui tu peux collaborer aujourd'hui, avec qui tu as collaboré? Ouais, et en plus, tous ceux avec qui je voulais, en fait. C'est-à-dire que tous mes rêves d'ado, un petit peu, se sont concrétisés avec le temps. J'ai eu donc affaire à Florent Pagny, tu vois, donc, qui était mon coach à The Voice. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui était une figure très importante pour moi parce que, bon, si on plonge un petit peu, tu vois, dans le parcours, j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 6 ans et c'était son chanteur, tu vois, c'était le truc, donc c'était assez fort symboliquement et j'ai toujours contact avec lui. C'est quelqu'un qui... tu vois, c'est vraiment mon amour, quoi. donc c'est, voilà, lui, c'est juste toujours en contact avec lui. J'ai rencontré Mélis Mel, qui est, je sais pas si tu la connais, qui est une artiste. Ouais, on en a déjà discuté. Tu m'as déjà montré des trucs. C'est super, quoi. Elle a une voix, elle a du texte, elle a une voix, ça reste du rock. Enfin, ça fait plaisir en plus dans le milieu rock d'avoir un peu de féminin aussi. Hein. C'est vrai que c'est assez rare, donc on a pu collaborer ensemble. J'ai pu faire sa première partie. J'ai rencontré aussi HK Les Saltimbanques. J'écoutais quand j'étais ado, j'adorais, tu vois. Et puis j'ai pu chanter avec eux sur scène il y a pas si longtemps que ça. Trio aussi, tu vois. Donc c'est tous mes trucs un peu d'ado qui se sont concrétisés, ceux avec qui je voulais chanter. Enfin,
Et puis voilà, plein de scènes, vous savez, plein de scènes, plein de collaborations, avec un œil et un regard beaucoup plus mature sur les choses. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a moins ce fantasme tu vois, de l'artiste et de ce piédestal. Parce que tu mets toujours les artistes sur un piédestal quand t'as 10, 15 ans. Après, quand tu mûris un petit peu, quand tu fais des grandes choses en toute humilité, ton regard change un peu. Ouais, et ça me fait penser à plein de trucs, en fait, ce que tu dis. Déjà, je pense qu'on passe du fantasme au travail. C'est tout à parce fait que ça devient un travail. Exactement. Je veux dire, tu manges grâce à ça, et donc il y a des règles, comme dans les règles de chaque société, en fait, tout simplement. Et donc, ce truc fantasmé, alors j'ai perdu un peu le fil, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait ce truc un peu inatteignable. Exactement. Quand on a le fantasme de vivre d'un métier, de l'art, de la musique, il y a un peu ce truc, on sait que c'est possible quand on a vraiment ce truc, hein, quand on a vraiment cette envie, mais en même temps, c'est aussi beau parce que c'est presque inatteignable. Eh oui, c'est toujours plus beau parce que, mais dans toutes les choses de notre vie, même si on peut parler d'amour, tu vois. Justement, c'est beau quand c'est impossible. Ouais, tellement. Ça reste encore plus beau sur la longueur. Tu peux fantasmer longtemps. Et des fois, il y a des gens d'ailleurs qui veulent que ça reste un fantasme, tellement c'est beau dans leur cœur. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Et je vais pas dire que c'est un problème, parce qu'en fin de compte, c'est pas un problème. C'est beau d'avoir des fantasmes. Parce que quand tu es dans le travail et dans le... Du coup, on peut même presque parler de quelque chose de très terre-à-terre au final, maintenant. Ça devient en effet plus du labeur, donc il faut savoir revenir à l'envie, revenir à soi. Et c'est ça qui est peut-être plus difficile à faire quand tu as atteint un certain stade, c'est-à-dire de reconnaissance. Parce que d'une certaine façon, j'ai atteint un certain stade de reconnaissance. J'ai sorti un single, parce qu'on n'a même pas parlé de ça, mais un single en 2021, Liberté, je crie ton nom, qui celui-ci m'a vraiment fait émerger et j'ai connu, on va dire, un pseudo-succès quand même, tu vois, un truc qui m'a mis en avant. Et je me suis rendu compte de ce que c'était. Enfin, vraiment, là, je me suis dit, ah ouais, je suis reconnue, j'ai plus besoin de faire mes preuves. Si tu vois, ce truc, toujours, on a besoin de faire nos preuves, machin. Là, j'avais plus besoin. Juste, en fait, soit tu le fais parce que tu kiffes, tu travailles. Enfin, c'était ça. C'était plus, waouh, c'est incroyable. Enfin, si, ça reste incroyable, la musique et l'art. C'est pas ça que je veux dire, mais... Je me suis un peu perdu dans mon fil. Non, mais c'est pas grave, et je vais rebondir parce que justement, en fait, je te laissais parler parce que tu étais vraiment dans un flow, mais justement, la question c'était, ça n'a pas tué ton rêve? Certainement d'en pas. Vivre. Certainement parce pas. Que justement, tu sais, certains fantasmes, quand on les réalise, bah, on est déçu, des fois. Ou quand certaines personnes qu'on idéalise, qu'on a envie de rencontrer, justement, souvent des célébrités, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais même d'autres personnes, peu importe, on se dit, ah ouais, et puis en fait, ah ouais, ok, d'accord. Bah, peut-être non seulement cette personne est comme tout le monde, mais en plus, des fois, on est déçu parce que c'est presque pire, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que les gens veulent pas réaliser leurs fantasmes. C'est parce qu'ils ont peur d'être déçus. Ils ont peur de se retrouver dans le vide, dans ce vertige, tu vois, d'un coup, ah ouais, ok, je l'ai réalisé, et maintenant, il y a quoi? Tu vois, je suis sur quoi? Voilà. Et c'est la définition même du fantasme, inatteignable. Et c'est ça. Donc quand ça devient atteignable, ça devient concret. Quand ça devient concret, qu'est-ce qu'on fait de ce concret-là? Et comment on garde l'envie? En fait, l'important, c'est ça, c'est l'envie. Dans envie, il y a vie, tu vois. C'est vraiment ça. Et on parlait de survie, tout à l'heure aussi, concernant la musique. Si j'ai fait de la musique aussi, c'est parce que tout comme toi, elle m'a sauvé. Tu vois? Elle m'a sauvé de tout. Tu vois, je lui dois beaucoup. J'ai de l'émotion quand je t'en parle. Et les mots aussi, tu vois. En tout cas, c'est cet agencement. Et je pense que ça a été mon remède à moi. Tu vois, vraiment. Et c'est pour ça, s'il y a des choses dont il faut faire part, ouais, je crois que l'art a quelque chose de tellement divin, même presque. Tu connais cette sensation quand t'es derrière ta batterie, justement, toi tu me parlais de ça. Je suis derrière tu sais, en fait, souvent ce que je ressens et ce que je ressentais, enfin, tu vois, c'est avant, maintenant, bref, il y a comme un espèce de canal. J'ai l'impression d'être relié à quelque chose de plus fort que moi quand je chante. Tout à l'heure, avant qu'on commence le podcast,
Je te parlais, j'avais chanté quand j'avais la grippe, quand j'étais dans des états où j'avais pas dormi pendant 2 jours, où tu vois, enfin dans des états, mais la force que je retrouve quand je suis sur scène, je me dis mais c'est presque pas humain en fait, tu vois, c'est presque pas humain. Et je me sens presque demi-déesse, tu vois. Il y a ce côté invincible. Et parce que tout est une question de survie. Parce que quand on compose, on est dans un truc de survie. On fait ça parce qu'il faut survivre. Et je pense que à partir de quand on est sur scène, il faut encore survivre. On retrouve ce truc-là. Donc, qu'importe, t'es malade, t'as ci, ça. En fait, c'est l'urgence de vivre. C'est l'urgence de partager aussi. Parce que c'est pas que pour nous. Si on le fait, c'est bien pour le partager aussi, tu vois. Clairement. Et c'est pour transmettre ce message de vie, toujours. Tu vois. Elle m'a sauvé, mais elle m'a donné vie, la musique. Concrètement, je veux dire, on a eu des discussions par rapport à ça, et c'est là où on peut se rejoindre. Et là pour le coup, c'est le remède. Là, vraiment, c'est un truc de fou. C'est sauver. Tu disais que toi, tout à l'heure, quand tu étais sur scène, eh bien, tout s'annulait, tous tes mots s'annulaient. Mais j'ai vécu exactement la même chose. Des moments où j'oscillais entre l'hôpital et la scène, et dans des états mais vraiment graves. J'avais des symptômes et des souffrances qui étaient incroyables. Je sortais à peine de l'hôpital. Je montais sur scène. Je donnais mon premier coup. Il n'y avait plus rien. Plus aucun symptôme. Plus rien du tout. C'est ça. Et le truc qui est ouf, c'est que tu restes 2 heures sur scène. Tu commences à ranger ton matos, tout revient d'un seul coup. Donc, je te rejoins, ça a un côté divin, ça a un côté survie, ça a un côté... Et c'est là aussi où on voit la force de l'esprit, peu importe en quoi on croit, la force de quelque chose qui vient nous chercher. Et si on arrive à se connecter à ça régulièrement, c'est quand même assez... Il n'y a pas de match, il n'y a aucune commune mesure, tu vois. Ouais. Tu me disais, j'avais un petit peu des frissons, tu vois. C'est les côtés un peu... ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse, peu importe, comme tu dis, ce en quoi on croit, en fait. C'est juste que l'art touche à quelque chose d'impalpable, tout comme l'amour, en fait. Mais je crois qu'en fait, c'est la même source. En fait, on parle de la même chose. Quand on parle de la musique, on parle de quelque chose qui nous fait vibrer. La vibration, elle est dans l'amour, elle est dans la vie. Enfin, tu vois, je fais pas ma hippie à 2 balles, là. c'est vraiment, je pense que on se connecte à ça. Quand on se connecte à ça, on se connecte à nous. Donc, on se connecte à ce qu'il y a même de plus pur en nous. De ce qu'il y a de plus vrai en nous. Oui. Donc, au final, c'est ça qui fait peut-être que, tac, il y a plus rien et qu'on est aligné et que c'est plus le corps qui existe. C'est plus que l'âme à ce moment-là. Quand tu chantes, quand t'es derrière ta batterie, quand tu fais tout ça. Il y a plus que ça qui subsiste. Il y a plus que ça qui est. Et peu importe en quoi on croit, l'âme, si on y croit en tout cas, elle est pure et il n'y a pas de douleur. Il y a juste l'essence de l'amour et de la vie. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois quand je chante et c'est comme ça que je le perçois quand je fais quelque chose où je suis dans mon chemin et dans ma vérité de vie. Qu'importe ce que je fasse. Il n'y a pas que la musique qui fait vibrer, tu vois. Je me réduis pas qu'à la musique, mais en tout cas, ça en fait partie. Ouais. Ouais, du coup, c'est, enfin, je veux dire, cette histoire de survie, on pourrait vraiment en parler des heures. On s'est rendu compte, voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, que ça nous a concrètement sauvé la vie. Je vais revenir à un truc un peu plus terre à terre. On va osciller un peu à droite, à gauche. C'est vrai qu'on commence à planer déjà. Ah ouais, parce que nous deux, c'est ça le problème. Là, c'était censé être ton histoire, mais c'était sûr que de toute façon, on allait partir Bon, sortons des cafés parisiens et tout ça. Tous les deux. Hein? Sortons du côté café parisien, machin, truc. Soyons. Sinon, ça va plus être qu'une discussion entre juste nous deux. Et salut, on sait que vous êtes là quand même. Donc, ouais, je vais revenir à, du coup, Liberté, je crie ton nom. Tu disais que ça t'a propulsé d'une certaine manière. Qu'est-ce qui change? L'avant et l'après? Le regard sur la notoriété, peut-être. Alors, c'est un contexte assez particulier.
Parce que je sais pas si tu l'as écouté, je sais pas si tu sais de quoi il s'agit au niveau du texte et de Je l'ai écouté, je connais pas les paroles par cœur, mais je l'ai écouté il y a quelques semaines. Tu vois le contexte, quoi. En tout cas, Ouais. c'était un contexte de manifestation. Oui, ça oui, par contre, oui. Voilà, donc c'était un contexte particulier. C'est-à-dire que j'étais connue pour, dans un milieu, on va dire, plutôt résistant. Voilà, pour faire très vaste et assez... voilà. Donc du coup, j'étais un petit peu... J'ai été définie assez rapidement. Ça a été défini comme un single de manif, Ok. tu vois. Ça a été porté, ça a été dans plein de villes et dans des pays même. Enfin, je ne m'attendais pas à autant d'ampleur, si tu veux. Par contre, j'ai senti une urgence de sortir cette chanson parce qu'il y a des absurdités qui me semblaient très importantes d'être mises en avant, et surtout par le biais de l'art. Voilà, parce que ça se faisait pas, je ne comprenais pas à ce moment-là. Et donc, cette chanson prend une ampleur très rapide, en fait. Je commence à rencontrer plein de gens, d'où mes collaborations après futures. Et surtout, j'ai fait énormément de manifs. J'ai chanté dans énormément de manifestations. J'ai fait que ça pendant, 1 an et demi, je crois. Ok. 1 an et demi, Je j'ai savais fait... pas ça, ok. Ouais, tu savais pas ça, je crois, j'en ai pas parlé. Ça, on en a pas discuté. Mais j'ai fait que ça, quoi. Bizarre. Manif, ouais, c'est bizarre. Tout ce qu'on a dit, franchement. Et j'ai fait que manif. Je chantais dans la rue, nanana. Je me suis fait embarquer, à Nice à cause de ça, parce que j'avais chanté, ça, je t'en ai parlé, pas. Oui, ça, oui. J'étais menottée et tout ça, parce que j'avais essayé de chanter dans la rue, quoi. Cette chanson en particulier. Donc, ça a été très loin, et moi, j'étais vraiment le poing levé, mais pas dans le sens, le capitalisme, on n'est pas dans ce truc-là. Oui, Dans un truc beaucoup plus profond. Tu casses pas des vitrines, quoi. Non, pas du tout. C'était au contraire. Enfin, c'était hyper. C'était une énergie plutôt de paix et une volonté que les choses s'apaisent et que les choses soient surtout mises en exergue, quoi, des choses absurdes. Enfin bref, en tout cas, je me suis rendu compte que là, voilà, j'étais un petit peu la mascotte, comment on peut dire, le porte-drapeau de ce mouvement, enfin de ces mouvements, enfin de ce truc-là à ce moment-là. Et donc tout le monde commençait, tu sais, c'est Chloé, même j'étais embarquée, donc tu sais, ça faisait même presque héroïne. Ouais, clair. Ah tiens, Chloé, alors les selfies, les machins, les trucs, je me suis même rendu compte du coup que même dans le milieu manifestant et underground, tu vois, il y avait comme ce côté un peu, on est un peu aussi un objet. Alors attention, il y a beaucoup de beauté, je fais mon art, j'en suis très contente. En plus, je suis reconnue parce que c'est la résistance, donc je suis contente aussi de pouvoir apporter quelque chose et d'avoir aidé des gens. Si tu savais, moi je me suis nourrie de tout ça, c'était incroyable à ce moment-là. Mais il y avait aussi ce côté, on veut s'accaparer des fois, tu vois, la personne, l'objet en fait, ce fantasme au final. On en revient à ça. J'étais un petit peu fantasmée. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, fais attention parce que... Alors, moi, j'ai jamais perdu la tête. Je me suis jamais dit, ouais, le succès, machin, tu sais, ça peut aller vite, ça. Oui, pourquoi pas. En fait, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Hein, oui, je pense que c'est pas... À partir du moment où, en plus, c'est souvent comme ça dans la musique, t'es rien et après t'es tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. C'est schématisé, t'es pas rien au début, mais t'es vraiment, t'es pas connu, tu galères, et tu peux galérer pendant 10 ans, 15 ans, et d'un seul coup, ça pète, et là, oui, il y a de quoi péter le crâne, évidemment. Ouais, je pense que tout le monde peut le faire, tu vois. Je pense moi, je ne peux pas être jugeante par rapport à ça. C'est chacun, voilà. Encore une fois, ça vient de 2 blessures, ça, donc c'est encore autre chose. Mais en tout cas, l'après, voilà, je me suis rendu compte de ce que ça pouvait potentiellement être une notoriété, d'une certaine façon, mais dans un milieu particulier. Et puis après, écoute, moi j'ai sorti mon album en fait. J'ai voulu me retirer un petit peu, pas me retirer de la résistance, mais pas être tout le temps à fond là-dedans parce que je suis pas que ça. Je porte aussi d'autres choses dans mes écrits, dans ma musique, tu vois. Il y a d'autres choses que je veux vraiment dire et exposer. Donc du coup, j'avais fait une cagnotte Ulule pour aller en studio, ça. Donc heureusement, grâce à ça aussi, grâce aux personnes qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu, voilà, l'album est sorti il y a peu de temps, ça a pris du temps, ça a pris 3 ans avant que vraiment ça se mette, je voulais les bons musiciens, enfin tu sais, ce perfectionnisme très ancré en moi. Et puis au final, j'en suis très très contente aussi, tu vois. Il faut à un moment se dire stop. Ça, c'est dur aussi de se dire stop. Ça y est, j'ai fini. On a fini la prise. C'est très dur le studio. Ça, c'est encore autre chose. Mais waouh, ça a été chaud. Alors, c'était. Est-ce que avant. Tiens, c'est marrant. On n'a jamais parlé de ça, studio non plus. Incroyable. On se rend compte là. Mais justement, est-ce que. Donc, oui, il y avait The Voice. Donc, t'as quand même fait des trucs similaires, j'imagine.
Mais est-ce que tu étais déjà rentré en studio avant ton album? Oui, il y avait l'EP, tu sais, avant. Ah oui, il y avait Donc l'EP, j'ai sorti un c'est EP vrai. après The Voice, un an après The Voice. Donc j'étais déjà rentré en studio. Ouais. Et ça fait quoi le studio pour toi? Tu ressens quoi? Parce que Au c'est début- différent de la scène quand même. Hein. Oh là là, au début, c'était un labeur sans nom. C'était vraiment, je peux employer le terme, c'était une souffrance sans nom. Parce que je me trouvais minable. Hmm. Là, je t'expose, la vulnérabilité, c'est important, justement, dans le remède. Ouais, clairement. C'est hyper On va important. parler des doutes. mais il faut. Ouais. On n'en parle pas Bien assez. sûr, bien sûr. Tu sais, limite, souffrance, quoi, souffrance, tu vois, c'est toujours dit, non, il faut pas le dire, la faiblesse est tout de suite mal vue. Non. C'était vraiment une réelle souffrance. Le studio, c'était ça. Je rentrais, je faisais mon truc. Mais je pense que j'avais pas encore assez confiance en moi, malgré le fait que, donc j'avais 19 ans quand j'ai enregistré, malgré le fait que j'étais passé par The Voice, je te dis, ça se concrétisait, machin, j'étais quand même dans un truc encore hyper torturé, hyper noir, hyper dark. Et quand je sortais du studio, à chaque fois, j'étais au bout de ma vie. Enfin, c'était, je sais pas si je me réveille demain, tu vois, vraiment jusque là. C'était un enfer parce que je me sentais vraiment comme une merde, parce que je portais tout pourtant, tu vois, enfin, je portais mes musiciens, et je pense que cette façon de porter tout et d'être toujours dans son petit monde et d'être toujours un petit peu seul dans sa bulle sans parler à personne, et je pense ce manque de confiance à cette époque-là, en tout cas, et en même temps, cette ultra confiance dans la musique, il y avait vraiment une dualité, hein. Bien sûr. Parce que j'avais vraiment confiance en ce que je faisais. J'ai jamais douté du talent que j'avais, tu vois, par exemple. Mais par contre, m'exposer, on parlait du regard des autres il y a pas longtemps, C'est ça. et dans le regard de l'autre, du coup, il y avait l'ingé son derrière et moi là qui chantais. Je pense qu'il y avait quand même inconsciemment ce côté jugeant, en fait. Bien Tu vois, sûr. ce côté, putain, je chante, mais est-ce que c'est bon? Et puis toujours avoir la perfection. Ben, d'ailleurs, l'album s'appelle La Note Exacte. C'était vouloir avoir cette exactitude, tu vois, cette note exacte, ce truc où je ne peux retoucher à rien, parce que là, j'ai senti que j'avais touché à la perfection. Pas au niveau de la perfection vocale et tout ça. Perfection dans mon être, en tout cas. Ta perfection, hein, toi. Voilà. Cette alignment. Oui, et puis il y a ce truc, tu disais, mais de toute façon, ça c'est évident que nous jugeons tous d'une manière, qu'elle soit pas forcément malveillante. Mais je veux dire, juger, c'est déjà simplement avoir un avis. C'est être humain. Tu vois, c'est être humain et c'est avoir un avis. Donc forcément que quelqu'un qui est derrière la console, il entend, il voit, à partir du moment où il a des yeux et des oreilles, il va se dire c'est bien, c'est pas bien, ou j'aime pas, enfin, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi cette difficulté, enfin, l'appréhension, et tu me diras si ça te parle, c'est aussi que déjà c'est un professionnel du son. Donc c'est pas non plus quelqu'un du public qui connaît pas forcément la musique. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas, tu vois. Et il y a c'est toute une masse de gens dans un concert, tu vois. Là, t'as une personne, et c'est d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais dire va rebondir en toi, parce que moi, ça m'est arrivé 1000 fois. C'est beaucoup plus dur de jouer devant 10 personnes que de jouer devant 2000. Putain, ouais. Tu vois. Mais tellement, Parce que t'as l'impression d'être en one-one avec la personne. Tellement. Quand je dis à mes The Voice, à côté j'ai chanté chez l'habitant là il y a pas longtemps avec 20 personnes devant moi, sans micro, sans rien. Quand je leur dis, mais vous savez, The Voice à côté, c'est rien en fait, c'est du pipi de chat, quoi, tu vois. Genre, rien à foutre, enfin, tu vois, vraiment. Et oui, pour revenir c'est intéressant, le côté professionnel de la musique. Oui. T'as touché à un point particulier, à un mot d'ailleurs, professionnel. Je ne me sentais pas légitime, je pense à ce moment-là, pas professionnel. Parce que c'est vraiment ça au final. Qu'est-ce qu'être artiste? Être professionnellement artiste. C'est dur d'en vivre. Donc à partir de quand tu l'es, à partir de quand tu l'es plus, bah tu vois comment clairement. T'as compris. Et donc professionnel, voilà, lui il était professionnel derrière son truc. Mais moi, je chante, ok, je chante bien et tout, ok, j'ai pas de problème, je sais ma valeur là-dessus, sans prétention. Mais moi, mon professionnalisme, il est où, tu vois? Et vu qu'en plus, j'étais autodidacte aussi. Il y avait ce manque de légitimité je connais pas le solfège et tout ça. J'avais des problèmes en plus à ce moment-là de rythme. Moi, j'avais tout appris dans ma chambre, tu vois. Je sortais de ma chambre, je sortais de ma piole, en fait. Donc, merde, tu vois. Là, je suis par en plus quelqu'un qui fait de la batterie, faisait de la batterie. Okay. Et hyper, tu vois, hyper dans les... Et moi, à chaque fois, je me putain, faut vraiment être au fond du temps, tu sais, au fond du temps. Et moi, je comprenais pas à ce moment-là. T'es pas dans le clic, là, Chloé. Mais c'est ça, à chaque fois, putain. Et je faisais tous les instruments, en plus, presque.
Voilà, j'ai dit, putain, mais. Donc, il y avait ça. Mais par contre, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Non, je t'écoute, avec attention. Bon. Je vois ça. Beaucoup de bienveillance. Et par contre, la deuxième fois que je suis rentrée en studio, donc c'est-à-dire là, donc quand j'avais 25 ans, c'était il y a 2 ans. Donc c'était combien d'années plus tard? J'ai du mal à faire des calculs dans ma tête. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2023. En 2018, donc, je rentre en studio, donc. Ah oui, 5 ans plus tard? 5 ans plus tard, je rentre en studio. Et ben là, le temps est passé. J'ai compris que j'étais professionnelle au fond de moi. Quand est-ce que tu as compris? À quel moment tu as compris que tu étais professionnelle en fait? Est-ce que c'est du coup, est-ce que c'était après The Voice? Non, puisque c'est après. Enfin, il y a eu une étape. Est-ce que c'est après le studio? Est-ce que c'est après la manif? C'est à force aussi de faire de la scène, d'être de plus en plus à l'aise, et puis peut-être d'avoir aussi cette reconnaissance avec liberté. Tu vois, c'est ça. Peut-être d'avoir reconnu aussi mon talent, pas reconnu mon talent, d'avoir entendu en tout cas, et, tu vois, ce côté auteur, compositrice, interprète. The Voice, c'était que des reprises. Là, on me reconnaît pour qui je suis en tant qu'auteur, compositrice et interprète. Il y a cette différence aussi. C'est toute la différence. Parce que c'est ça que je voulais. Moi, je suis partie de la musique pour faire quoi? Pour montrer ce que j'écrivais et pour ce qui vient des tripes. Bien sûr. Pas pour refaire des reprises, même si j'adore faire des reprises à ma manière, mais c'est pas ça. Je comprends à 1000%. Voilà. Donc quand je suis revenu en studio, je me suis dit là je suis légitime, et puis surtout j'avais moins de pression parce qu'avant la scène c'était une souffrance et le studio c'était une souffrance. Tu vois, la seule chose qui n'en était pas une, c'était dans ma piole en train de composer. Tu vois le machin? C'est-à-dire que mais c'était ce qui me faisait survivre et vivre et tout ce que tu voulais, ce qui m'animait, ce qui était une évidence. Mais par contre, la scène, c'était horrible de parler en public, par exemple. C'était, je pouvais pas, j'étais d'une timidité, je pense, maladive. Je me disais, t'as fait The Voice? Ben ouais, mais je suis d'une timidité quand même maladive sur scène. C'était très dur, c'était vraiment dur. Et le studio, je pense qu'il y avait cette notion dont je t'ai parlé. Et puis après, le temps est passé, j'ai eu beaucoup plus de confort, j'ai commencé à... Et puis là, maintenant, sur scène, c'est comme ma famille. Et puis en studio, c'était du plaisir. Et je peux vraiment te dire cette notion de plaisir. J'étais pas là en train de... Non. J'ai fait de la gratte, tout va bien, j'ai travaillé entre-temps, enfin, il y a plus de problème, quoi. C'est pour ça que je peux en parler de manière plus sereine, avec plus de recul maintenant. Ouais. Tu vois, pourquoi c'était une souffrance aussi, je pense, le studio et la scène, c'est que on en revient aux fondamentaux de l'être humain. C'est ce que tu as dit. Qui sont l'être humain face à lui-même. Lui et lui, parce que concrètement, la plus grosse bataille qu'on a à mener, c'est nous contre nous. Hein, c'est aussi les plus belles choses, mais c'est aussi c'est le jugement le plus dur, c'est la bataille la plus difficile. Et on vient justement au regard de soi-même, donc au regard de soi-même par rapport aux gens qui sont là et qui ont un regard sur toi. C'est un peu alambiqué, mais ça ne l'est pas tant que ça, tu vois, c'est l'effet miroir. Comment est-ce que je suis dans les yeux des autres qui me regardent chanter? Mais en fait, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que quand tu as une faible estime de toi-même, même si tu t'en rends pas compte, parce que des fois tu t'en rends pas compte, t'es des fois submergé par des blessures et des choses dont j'ai pris conscience avec le temps, c'est que là, tu vois, pourquoi j'étais pas à l'aise, pourquoi j'en souffrais, c'est tout simplement parce que mon regard sur moi était pas beau du tout, en fait. Il était biaisé, il était blessé. Tu vois toutes ces choses que j'avais pas réparées en moi, en fait, mais que j'étais en train de réparer sans le savoir, avec la musique, en me confrontant aussi, en exposant la chose. Les failles. Exactement. Tu vois, genre montrer les failles. Parce que c'est quoi, en fait, tout ce que tu fais dans l'art, enfin là pour le coup dans mes mots et dans ma musique, c'était, je te dis, pour dire tout ce que je ne savais pas dire. Parce que je savais pas, autrui, c'était, tu vois, l'enfer c'est les autres de Sartre, même si apparemment Sartre a voulu le dire d'une autre façon. Là, il y a plein d'interprétations possibles. On va pas rentrer dans Sartre, mais tu vois, si on prend que la phrase comme ça, pour moi, elle me parlait juste dans la phrase, dans mon interprétation de vraiment l'enfer c'est les autres. Mais non, l'enfer c'est soi, comme tu l'as dit. C'est d'ailleurs c'est soi avec soi, c'est ce regard qu'on porte sur soi. J'ai beaucoup travaillé ces blessures, mais je les ai pas travaillées en les travaillant consciemment. Je les ai travaillées en voyageant, en m'exposant, en rencontrant des gens, en étant dans l'inconfort, en me confrontant à l'inconfort.
surtout en ne pas ne jamais rester dans ses souffrances. Il faut en faire quelque chose de ça, quoi. Il faut en faire même si c'est dur, même si tu vois, il faut y aller, quoi. D'une certaine façon. Alors, c'est peut-être un peu brutal ce que je veux dire, tu vois. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se bouger, tu vois. C'est pas ça, mais c'est faire juste des petites choses des fois. Et la musique, comme je te dis, les mots, c'était parce que j'arrivais pas à parler, que ce soit à ma famille, à mes amis, même si c'était pour la déconne et que j'étais toujours un peu la leaduse du groupe, d'une certaine façon, tout ce qui était en profondeur, fallait pas montrer ses faiblesses, fallait rien montrer, tu vois. Tac, 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 point barre. Donc, toute ma sensibilité, mon ultra-sensibilité, j'aime pas le mot hypersensible, mon ultra-sensibilité, elle s'est foutue dans ma guitare et dans mes mots, quoi. Tu vois? Et puis, petit à petit, vu que j'ai commencé à régler des trucs, mais petit à petit, tu vois, comme ça, assez naturellement, en rencontrant plein de choses, l'amour sur mon passage, la vie même, la lumière, je dirais, parce que j'étais dans une noirceur dont j'avais même pas conscience, j'en ai conscience maintenant. Et ben maintenant, tu vois, cette expression par les mots va être un peu plus lumineuse, en tout cas. J'ai beaucoup moins de difficultés, du coup, à parler aux autres. Là, par exemple, être face à toi. Ah, mais attends, cet exercice, il y a 6 ans, je suis comme ça, peut-être, tu vois. Je sais pas. Okay. Je suis là, je suis pas du tout à l'aise, tu vois. Là, bon, ça va, en fait. Ça va, je suis bien. Et ça, c'est déjà une belle bataille sur moi-même, tu vois. Chacun part d'un point A. Bah, je partais aussi de ce point vraiment... autrui, c'était vraiment dur. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est que non seulement autrui est dur, mais tout un chacun a besoin de ce regard. Mais parce qu'il a besoin de s'en sentir exister. On en revient à cette... La reconnaissance, l'attention... Ça va encore plus loin que ça. Ça revient à... L'autre nous fait dire qu'en fait, on est en vie. Parce que, en fait, tout est question de vie et de mort ici. Bien sûr, parce qu'on a parlé 1000 fois de ça. C'est ça. Tout à fait. Donc là, on en parle, on se fait filmer. Pourquoi, en fait? Bien sûr. D'une certaine façon, tu vois, longtemps, j'ai dit, mais moi, je m'en fous de laisser ma trace. Il n'y a rien à foutre, tu vois. Laisser ma trace ou pas, mais en fait, avec du recul, je me dis, mais là, parler avec Rémi, écrire des chansons et les poser graver sur un disque, si c'est pas laisser ta trace, c'est quoi? Clairement. C'est juste parce qu'on a besoin de se sentir exister et surtout on a besoin ou faire des bébés ou enfin tu vois c'est faire un bébé, ouais, sortir un album c'est faire un bébé pour moi, clairement. Sortir une vidéo c'est faire un bébé et en fait c'est juste se dire c'est la création, c'est l'essence de la vie, encore une fois, c'est perpétuer, j'arrive pas à trouver le mot. Perpétuel? C'est l'espèce. Ah, perpétuer l'espèce? Ouais, c'est ça, perpétuer l'espèce, en fait, tout simplement. J'ai peu dormi. Perpétuer l'espèce, et donc c'est ça aussi, en fait. C'est en créant des choses. On a l'impression que, d'une certaine façon, on existe. Et on fait exister le monde autour de nous. Et c'est un partage, un échange. Et tout est juste question de ça. Que tu sois devant moi et que tu me parles, ça veut juste dire, Chloé, tu es en vie. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est ça. Si on était seul au monde, on saurait peut-être même pas qu'en fait on a envie, tu vois ce que je veux dire, on part je pourrais partir très loin. Mais voilà. Bien sûr, puis si on commence à rebondir sur tous ces trucs-là, on va finalement prendre 10 heures. Hein, on reparle du fantasme, et il va y avoir une petite surprise tout à l'heure aussi dans très peu de temps d'ailleurs. Inch'Allah. Je pense que ça va être l'entracte dans pas longtemps. Prenez les pop-corn. Et on va revenir à cet album. Justement, puisque on va revenir à cet album et à ce côté fantasme. Parce que... Toi, t'es resté sur le fantasme. Hein. Bah oui, je sais pas de quoi il veut parler, Rémi, mais... On peut parler de beaucoup de choses. C'est ouvert ici. Ok. Donc... Ça me va aussi, je m'en fous. Oui, c'est vrai. On n'est pas à l'abri de partir en sucette. Alors... Attention, ça peut vraiment porter évidemment. à confusion, ça. On ne couche pas ensemble. Donc, du coup, alors attends. Oui, donc cet album, donc pourquoi je disais fantasme? Parce que tu en as rêvé, tu as mis toute ton énergie dedans. Et aujourd'hui, tu te confrontes, après l'avoir accouché, à un autre problème, entre guillemets, puisque il y a comme une espèce d'après-album. Un peu le baby blues. Le baby blues, exactement. Je te jure, il y a un peu de ça.
En vrai. Il y a un peu de ça. Et c'est intéressant, en même temps, j'étais en train d'y penser quand tu me parlais, que l'album s'appelle À l'aube de l'écorchure. Il y a ce côté, en fait, l'aube, en fait, c'est la naissance de quelque chose. Et à la fois, il y a aussi ce crépuscule, en fait, en soi. Et j'ai mis toute mon âme. J'ai mis tout ce que j'avais, tu vois. J'ai porté ça. C'est des compos que j'avais écrits même quand j'avais, tu vois, 20 ans, en fait. Donc, tu vois, entre 20 et 25, du coup, c'est ça. Et donc après ça, après tout cet investissement, les gens se rendent pas forcément compte. Et attention, c'est sans les juger et sans dire quoi que ce soit, mais de tout le travail qu'il y a derrière. On le sait en tant qu'artiste, nous. Et c'est bien que ça paraisse facile pour le public au final, parce que c'est ce qu'on veut, hein. C'est pas montrer tout ce qu'il y a derrière. Mais au final, c'est vrai que du coup, quand t'accouches d'un bébé comme ça, parce que comme je te dis, c'est autoproduit, donc c'est encore autre chose. T'as pas toute l'équipe derrière. J'ai mené de front et un peu toute seule, enfin toute seule avec les personnes de soutien et tu vois avec beaucoup d'amour. Mais heureusement, il y a besoin de ça. Mais en effet, là la sortie c'était le 29 novembre et c'est vrai que j'ai tout donné dans la com là en décembre, janvier, et puis après, genre, il y a eu un truc qui s'est passé, qui est encore un peu, tu vois, en espèce de, j'étais un peu sonné par, j'ai trouvé mes musiciens sur la route en même temps, enfin, tu vois, j'ai créé mon équipe, il y a tout qui s'est installé, enfin, vraiment bien comme je le voulais. Mais il y a eu ce baby blues, ouais. Et du coup, maintenant, je me dis, j'ai sorti quelque chose là de profond, de beau, qui me ressemble vraiment. Je voulais un album rock avec des mots, enfin vraiment ça. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pour moi comme il fallait. Donc c'est vrai que j'ai accouché un peu du bébé parfait. Et du coup, il faut que je l'emmène à la crèche, il faut que je l'emmène à l'école, faut que tu vois, et lui tenir la main à ce bébé-là. Et en fait, à un moment donné, quand c'est un gros bébé, et ben tu te rends compte qu'en fait être autoproductrice ça suffit peut-être pas aussi, il faut toute une équipe pour le tenir et pour l'accompagner. Donc là j'ai de la chance aussi d'avoir créé un petit peu un réseau autour de moi pour pouvoir l'amener, et là on va faire des scènes, enfin tu vois, c'est l'objectif, c'est celui-ci cette année en tout cas, c'est de pouvoir tourner avec mes musiciens. Mais c'est vrai qu'en effet il y a eu ce petit creux là, mais le creux c'est pour aussi avoir beaucoup plus d'impulsion par la suite. Tu vois, moi je reste toujours sur une je me laisse jamais dans un trou noir, quoi. Ça existe pas de toute façon. Ouais, mais là, au-delà de ça, même, parce que là, tu parles de ça comme si c'était un petit creux. Enfin, ça dépend comment tu veux en parler ou pas, mais de ce que je sais, de ce qu'on a discuté, c'est plus qu'un creux. C'est quelque chose où vraiment, ça t'a apporté des doutes même sur ton statut même de musicienne. Oui, ça m'a apporté des doutes et des pseudo-confirmations. Parce que si tu veux, je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est que quand je parle de moi, je parle artiste. Et puis mon nom d'artiste, c'est aussi Chloé, tu vois. Donc c'est toujours Chloé, ouais, Chloé, que ça a toujours été artiste dans ma tête. Artiste. Mais je suis aussi un être humain, un être, tu vois. Enfin, je ne suis pas que dans le faire, quoi. Donc... si tu veux, enfin, je me suis rapporté un peu dans le sens où... Pardon, j'ai un peu divagué. Je reviens sur la question de... Je ne suis pas que l'artiste, quoi. Je suis aussi plein d'autres choses. Je suis la personne qui aime parler et partager ses pensées, par exemple. Tu vois, j'ai toujours été fascinée par la philo, par la psycho, par la poésie. Donc, en fait, je me dis, ok, il y a la musique qui me passionne, qui est purement là, qui a été purement là, qui m'a sauvée, tu vois, et qui me sauve encore même en l'écoutant et tout ça, c'est certain. Mais je crois que j'ai beaucoup plus de ressources. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de possibles face à moi. Quand tu te rends compte que tu as réalisé vraiment quelque chose, le premier CD, il me satisfaisait pas, en fait. Le deuxième, oui, c'était moi. Et maintenant, je me dis, mais attends, bon, t'as 27 ans, tu peux faire encore plein de choses. Tu peux créer un bouquin, tu peux faire du sport, enfin, il y a plein de choses, en fait. Et je me dis, peut-être que je suis pas que l'artiste, Chloé, ça peut être aussi la meuf qui écrit de la poésie, ça peut être la meuf qui continue à écrire des disques, enfin, à faire des disques, évidemment, ça, on l'enlève pas. Mais juste, je me suis trop réduite, je pense, et trop fermée sur le côté, je suis artiste. Ouais, tu comprends, enfin, chanteuse même. Auteur, compositrice, interprète, quoi, limite. Alors que... Oui, mais quelque chose de très niché, de très ciblé. Mais je pense qu'il faut ça. Je pense qu'il faut ça. Il faut une sorte d'obsession dans la réussite.
Ah oui. Si tu commences à t'éparpiller, je pense que tu peux t'éparpiller après avoir mis les pieds dans le plat, vraiment concrètement, dans un domaine précis. Bien sûr. Là, tu as eu, moi je pense, le bon réflexe, la bonne façon de faire, qui est justement de cibler quelque chose qui était déjà en toi. De toute façon, je veux dire, t'as presque pas eu l'idée d'aller faire autre chose, mais Non. quelque part, c'est Ouais. obsessionnel. Obsessionnel. Et tous les grands artistes, tous les grands entrepreneurs, tous les personnes qui ont eu des réussites incroyables sont obsessionnels de toute façon. Obsessionnel, ouais. Tu vois, c'est l'obsession. Et après, une fois que tu as créé quelque chose de solide, si tu as envie de faire autre chose, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à te diversifier et à respirer peut-être un Bien petit sûr. peu, mais tout en gardant, en fait, c'est comme des niveaux, en fait, tu vois, c'est comme un étage. Je veux dire, à partir du moment où tu arrives à l'étage, c'est bien de ne pas le faire descendre non plus, à moins que ce soit Bien sûr. Non, ton pas envie. du tout, pas du tout. Mais au moins, il y a comme un step qui est passé et tu peux un peu souffler. Et c'est aussi peut-être aussi un peu ça. C'est aussi un peu aussi une décompression. Décompression, Mais il faut. dépression. Enfin, tu vois, un petit peu ce genre de truc parallèle. Ces mots qui sont pas les mêmes, mais qui se ressemblent beaucoup, tu vois. Et qui sont, dès qu'on a passé un step, merde, qu'est-ce que c'est ma vie, en fait, tu vois. Ok, j'ai réussi. En fait, c'est quand tu réussis un rêve, quand tu réalises un rêve, quelque part, tu le tues. Aussi. D'une certaine manière. Tu vois? C'est ça. Et c'est justement d'où l'intérêt de recréer toujours le rêve et de retomber toujours amoureux de son premier amour. Tu vois? Qui est, pour le coup, la musique. C'est savoir y revenir avec du plaisir et de l'amour. Tu vois? Et ça, je crois que... On en parlait, mais en fait, quand c'est en soi, c'est en soi. Ça, c'est un Oui. truc qui... On y revient toujours, en fait. J'allais dire, on est condamné. C'est pas dans le mauvais, c'est pas péjoratif. D'autant plus quand ça nous a sauvé la vie comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pas qu'on lui doit tout, mais je la regarde comme si c'était un être humain. C'est pas, tu me fais chier, toi. Non, au contraire. Non, tu vois, puis elle a vécu, hein, là, je lui ai laissé mes traces, hein. L'amour vache, hein. Ah, ouais. Tu l'as aimé, mais elle aime tu bien, l'as- elle est un peu maso, hein. Ouais, je vois ça. Elle porte fièrement les couleurs de la souffrance. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ce que tu disais, oui, je sais plus, mince, j'étais parti sur une lancée, j'ai oublié. C'était intéressant, je crois. Oui, parce que... Non, mais c'était cette histoire de tuer le rêve à partir du moment où on le réalise. Ouais. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a un rêve qu'on en a pas plusieurs. Voilà. C'est ça que je veux Bien dire. En fait, c'est plutôt ça. C'est pas... moi, la musique, ça sera toujours là. Ça sera... En fait, comme tu dis, il y a une ligne directrice. Tu vois. Il y a un truc... J'ai toujours su que c'était mon chemin de vie. Et même quand des fois, tu t'en éloignes, il y a toujours quelque chose qui est là pour te le rappeler. Si tu écoutes bien les signes et les choses, il se passe toujours quelque chose pour te rappeler Clairement. que ton chemin, il est là. Et s'il est pas là, il t'arrive que des merdes, tu vois ce que je veux dire. Donc la musique, elle est là, elle sera toujours là. Ce que je veux dire, c'est que souvent, et c'est pas que dans la musique, les êtres humains vont avoir tendance à se résumer à un rôle, à leur profession, justement. Ouais. D'ailleurs, c'est la première question qu'on pose. Exactement. Les 2 pires questions de la vie. Ça va? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, c'est chiant, ouais. Non, mais c'est chiant d'un c'est moment. vrai. Je veux dire, à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu es, tu vois? C'est clairement Et ça. on n'est pas cette notion, peut-être que c'est cliché ce que je veux dire, ça a été dit plein de fois, mais cette notion de faire, moi, me fatigue en fait. Il faut faire. On est fait pour faire. Je pense qu'on est même fait pour créer. Et la création passe par le faire. Mais on crée surtout parce qu'on est, tu vois. Et c'est d'abord nourrir son être pour pouvoir faire en conscience et consciemment les choses. Et ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand je parle de musique, en fait, la musique, c'est juste un outil. Mais je t'ai parlé, il y a aussi la poésie. La poésie, c'est aussi un art à lui tout seul. La musique, c'est un art à lui tout seul. Il y a, moi, je suis passionnée par la philo aussi. C'est un autre art à lui tout seul. Ça veut pas dire que, tu vois, je peux aussi me définir en tant que philosophe si je le veux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je peux être plein de choses. Un être, même toi, enfin, tu n'es pas que podcasteur ou ça se dit, c'est ça qu'on dit, podcasteur. Oui, podcasteur, peu importe en fait. Je veux Ou dire, mais justement. Et d'ailleurs, t'as porté plusieurs casquettes. Mais non, mais ce que tu dis, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu dis presque avec les mots que moi je prononce quand je parle de ce sujet-là. Et j'ai même d'ailleurs j'ai plusieurs reels qui parlent de ça, plusieurs vidéos qui parlent de ça. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Merci, c'est là. Abonnez-vous. Oui, bah justement, le fait des casquettes, le fait d'être
entrepreneur, donc je suis batteur, je suis entrepreneur, je suis vidéaste, mais comme je le dis, en fait, je pense être presque rien de tout ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste une façon d'exprimer mes points de vue sur la vie. Tu vois, c'est juste une façon de transmettre quelque chose, et en fait, on met une étiquette qui est en fait quelque chose de plus pratique pour se comprendre et pour communiquer avec les autres. C'est aussi ça. Puis ça rassure les gens, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Ah ok, donc je le mets dans une case, ok, lui il fait ça, nanana. Mais en vrai, on pourrait tout de suite dire, bah voilà, en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah je transmets. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est aussi con que ça, en vrai. Et puis tout le monde pourrait dire ça parce qu'en fait, c'est ce que tout le monde fait. Tu vois? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et tout le monde est artiste à sa manière parce que tout le monde crée. Exactement. Tout le monde est créatif et... C'est ça, c'est ça. Même c'est derrière ton bureau à travailler dans une banque, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Évidemment, tu crées, tu nourris un truc, enfin tu fais vivre quelque chose. Donc oui, et puis à ta manière. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, vraiment, c'est 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de vérités. Et c'est pour ça que chaque être humain, et c'est pour ça que je fais ce podcast, chaque être humain a quelque chose en lui que personne d'autre ne peut répliquer. Personne d'autre. C'est impossible, tu vois. Et c'est pour ça, justement, trouver son propre remède, c'est ça. C'est trouver le remède qui nous fait vivre, tu vois. Mais tu sais ce qui... Bah, seulement tu parlais de ça. Enfin, il y a un truc, en fait, qui tue tout, actuellement. Okay. Tu voulais en parler? Non, j'allais pas en parler, mais si tu veux qu'on parte là-dedans, ça peut être très très long. Je sais pas si on parle de la même chose. D'accord, je t'écoute. Par rapport aux rêves et la façon dont tu les rêves aussi, moi je trouve que c'est les réseaux sociaux. Oui, d'accord. Alors, la représentation du rêve. Bien sûr. Le fait, en fait, tu parlais de tout le monde est unique. Tu parlais de ça, c'est pour ça que ça me fait rebondir là-dessus. D'accord. Parce qu'en fait, tout le monde ne se sent plus unique du tout. Tout le monde veut se sentir unique dans le rêve de quelqu'un. Ouais. Et en plus, dans des... ça va on est submergé, mais... Inondé. Et on est inondé, et tu vois... Même les plus déconnectés le sont consciemment ou pas. De fou. Et du coup, on se sent de moins en moins légitime, on se sent de moins en moins bien, on se sent de plus en plus complexé. Parce que ce qu'on nous vend, c'est la pseudo... la pseudo-beauté, les idéaux, enfin tout ce qui est potentiellement beau, c'est je sais pas moi, être sur scène, tu vas voir le batteur incroyable et tu vas te dire à côté, mais en fait ça a rien, je joue de la batterie moi. Voilà, tu vois? Non mais c'est vrai. Et t'as une nana qui a, par exemple, je sais pas, qui a un cul que t'as pas, ou je sais pas. Non mais c'est vrai. Ah mais putain, laisse tomber, je vais pas plaire aux mecs ou aux meufs. Enfin, il y a ce côté vraiment, on peut que se dévaloriser si on allume notre téléphone. Et on ne peut, et du coup on va être tout le temps, je pense, c'est ce que je vois, hein, les gens vont mal parce je pense que c'est ça en fait, consciemment ou pas. Ils sont inondés de choses qui sont des représentations qui sont même pas réelles, qui sont même pas réalistes de la vérité, et qui rend tout le monde malheureux en fait, et qui les plonge tu vois, dans une pseudo-réalité. Oui, on vit dans une télé-réalité en fait. Ouais, non mais voilà. C'est ça. Puis il y a un mélange de plein de choses, et en fait il y a aussi une désidentification, parce que en fait on est tellement inondé par un tas de choses qui sont des fois réelles. Je veux dire, parce que ça existe des réussites réelles à un âge, à 15 ans, à je sais pas, tu vois, vraiment des personnes qui sont allées fort d'un coup, qui ont le truc, qui ont peu importe, qui ont travaillé, mais ça existe. Mais il y a le mélange entre les grosses réussites, les vraies, le mélange avec, il y a les fakes qui viennent se mettre dans le truc, parce que Dieu sait qu'il y en a, voilà. Et la désidentification, c'est que justement, on a l'impression que ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on suit, il faut faire ça pour réussir. Donc, il faut faire exactement ce que lui, il a fait pour réussir. Mais là, c'est la mort de soi-même, en fait. C'est la mort de soi-même. Tu te suicides quand tu vas suicide social, quoi. Aurel, non, mais voilà, Aurel, si tu nous regardes. Ah. Non, mais franchement, c'est trop ça, quoi. Moi, je trouve le plus gros malheur de l'être humain, et c'est pour ça que je parle de 8 milliards de vérités. Le gros malheur de l'être humain, c'est de ne pas se sentir soi-même, de pas se sentir légitime à être soi-même, et de pas même, ne serait-ce que, parce que ça fait peur d'être soi-même. Tu vois, ça fait peur de se regarder. C'est presque plus, en fait, je pense que ça aussi, ça fait presque plus peur d'être soi-même que d'être quelqu'un d'autre. Mais
Mais je vous encourage 1 000 000%, je sais pas comment le dire et j'essaierai de le faire, je ne sais pas comment et avec ce podcast déjà, mais voilà, je veux que les gens sachent qu'ils ont ce truc, qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs, ils n'ont pas besoin d'aller de se comparer en permanence. Alimenter le rêve d'un autre en fait. Ouais, c'est ça. Et au-delà de ça, juste un tout petit point sur la question du rêve, tu vois, c'est que en fait, tu parlais de ceux qui réussissent à 15 ans et tout ça. Mais en fait, on voit que la beauté de cette réussite. Mais on voit pas le décor derrière. Oui, bien sûr. Quand j'ai envie de parler, ça me vient comme ça, Diams par exemple. Quand elle disait que elle rentrait chez elle, ils savent pas tous les gens en fait. Elle prenait des cachetons, elle avait envie de se pendre tous les soirs. Tu vois on n'est pas tous ceux qui réussissent ne sont pas dans cet état-là, mais ce que je veux dire c'est que ceux qui voient ça et ceux qui fantasment ce rêve-là, il faut aussi qu'ils se disent que on connaît pas ces gens, c'est encore que du fantasme et comme dans tout fantasme, ce n'est pas la réalité, tu vois. Et non mais complètement. Et en plus de ça, je parlais de réussite qui est visible, qui se voit, qui est sur les réseaux. Mais ce ne sont pas toutes les réussites qui sont sur les réseaux. C'est 0,0001% en plus de la population. Parce que tu as les réussites des gens qui vont dans les Cévennes et qui construisent leur baraque en bois. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et qui, eux, justement, leur réussite, et waouh, grand bien leur face, ils ont réussi à foutre le putain de smartphone aux chiottes, en fait. Tu vois? Et leur réussite, c'est d'avoir leur petite femme, leur petit mec, je sais pas, dans leur baraque en bois avec 3 moutons derrière. Bien sûr. Et ça, c'est une putain de réussite aussi, tu vois. Et peu importe d'ailleurs, en fait, on s'en fout. Que tu sois boulanger, que tu sois artiste, que tu sois pilote d'avion, on s'en fout en fait. C'est ce qui résonne avec soi-même. Si ta réussite, c'est là, tu vois. C'est ce qui résonne avec soi-même. Le rêve, en effet, t'as raison, parce que là, on est en train de parler de rêve artistique et de choses grandioses, comme si le rêve était forcément quelque chose de grand et de visible aux yeux des gens. Mais c'est là que les réseaux sociaux induisent en erreur encore. Exactement. Parce que ce qui marche le plus comme réussite sur les réseaux sociaux, c'est les réussites d'argent et de réussite de notoriété. Star system, argent, quoi. Voilà, quoi. C'est ça, ouais. Ce côté-là. Et c'est sûr, alors que en fait c'est ça, donc les gens vont chercher, je pense que c'est le manque d'amour de soi qui va vers ça, tu vois, on en revient à ça. Et il faut revenir à soi, vraiment. Je crois que c'est ça. Si tu parles en effet de tous ces humains qui regardent peut-être ce podcast, pardon, c'est ça, c'est vraiment revenir à soi et à cet amour de soi. C'est facile à dire, c'est hyper facile. Oui, non, mais en fait, c'est aussi arriver à... Le travail d'une vie. Hein. C'est le travail d'une vie, évidemment. Et puis, on n'avance pas pareil, puis on rencontre pas les mêmes personnes. Puis, mais des fois, c'est essayer de se rendre compte que des fois, l'évidence est juste à côté, tu vois. Et juste à côté de soi. Et que l'amour est déjà en soi. Quand tu disais on est tous uniques, il y a aussi que la vérité, elle est dans l'amour. Tu vois, encore une fois, sans faire ma pied à 2 balles, mais que l'amour, il est vraiment en soi. C'est vraiment se reconnecter à ce truc-là, tu vois, sans partir dans un truc spirituel non plus. C'est se reconnecter à cette source. C'est ça qui fera que tu sauras quel est ton rêve, tu sauras vers où aller. Et ce qui nous coupe de nos rêves, pour moi, c'est cette comme tu as dit tout à l'heure, tu l'as dit le juste mot d'ailleurs, qu'on est envahi. Et c'est pas que les réseaux, c'est les publicités, c'est tout ça. Moi, j'ai plus de télé d'ailleurs, j'ai foutu la télé au shot, tu vois. Malheureusement, on est obligé en tant qu'artiste aussi d'être sur les réseaux. Ça, c'est un truc encore qu'on en dépend et que j'aimerais, tu vois, mais ne pas en dépendre aussi. C'est encore autre chose. Ceci étant dit, je veux dire, tu parles de réseaux pour les artistes et on vient de cracher bien comme il faut sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi... Oui. On aurait pu, bien sûr, mais je veux dire, il y a aussi ce bon côté, on va pas se mentir. Bien sûr. Parce qu'on va pas faire non plus que les révolutionnaires, que c'est bien, ça fait du bien et c'est la vérité. Bien sûr. Mais ça a apporté aussi des opportunités incroyables. Justement, un artiste aujourd'hui n'a plus besoin de passer à la télé, n'a plus besoin, il peut faire du reels à balles, montrer qu'il est là. C'est vrai. Et puis exploser, quoi. C'est vrai, mais du coup, est-ce que on parlait d'inondation tout à l'heure, mais est-ce qu'on joue pas ce jeu? Moi, c'est des questions que je me pose. Attention, je juge personne encore une fois. Mais est-ce qu'on joue pas non plus ce jeu de la surinformation en balançant à balle? C'est ce que tu dis d'ailleurs. Tu vois, est-ce que nous-mêmes au lieu de défendre justement le côté art vivant, aller faire de la scène, aller, tu vois, aller au front.
plutôt aller, tu vois, des fois j'ai l'impression qu'on va quand même vers la facilité, créer de la vidéo, créer des contenus, continuer à être derrière son écran, dans sa chambre, faire des trucs. Est-ce que j'arrive pas moi à trouver l'équilibre, tu vois, entre ça et ça. J'ai l'impression que c'est un refuge aussi. Tu vois, c'est un côté. Un refuge. Bah, les réseaux sociaux sont un refuge, ouais, tu veux dire? Ouais, il y a ce côté. Est-ce qu'on joue pas ce jeu aussi d'alimenter les Oui, non, mais d'accord, mais vois. de toute façon, je pense que l'une des principales qualités d'un être humain, s'il veut survivre, parce qu'on est à plus ou moins grande échelle tous dans une sorte de survie, après il y a des histoires, comme on a déjà discuté, qui sont plus difficiles que d'autres et on l'est plus constamment, on va dire, mais l'une des plus grandes qualités de l'être humain, c'est l'adaptation. Bien sûr. Et le monde est ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le changer. Ça veut dire qu'il y a certaines règles qui font que si tu joues pas avec, tu peux pas non plus faire évoluer les choses comme tu aimerais qu'elles évoluent. Parce que moi, je pense, parce que j'ai eu cet esprit ultra révolutionnaire, ultra anarchiste, où moi, je voulais vraiment tout casser, ni Dieu ni maître, et ne pas jouer avec les règles. Tu vois, j'appelais les costards cravates, machin, tout ça, comme je te disais. Mais en fait, je me suis rendu compte que la chose la plus efficace, c'est de jouer avec certaines règles qui sont là pour pouvoir atteindre un niveau dans ces règles et les contrebalancer derrière. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis d'accord. J'ai le même mindset, en fait, un peu. C'est pour ça que je suis pas partie des réseaux, hein. J'y suis toujours, tu vois. Donc, je suis pas en train de, quand tu es craché dessus, je suis un peu moins, quand même, contestataire, comme à l'époque, assez, je veux dire, radical. Mais ça, j'avais ce côté-là à l'époque que j'ai plus, tu vois, du tout. Je pense que, comme tu dis, il faut savoir s'en servir intelligemment. Ce que je veux dire, c'est essayer quand même de continuer à défendre cet art vivant, défendre la scène, défendre le disque, vendre du disque, ou des vinyles, ou qu'importe, mais en tout cas, tu vois, le matériel, le côté venez nous voir sur scène, enfin, c'est plutôt guider les gens en ce sens-là. Et en effet, TikTok et tout ça, on pourra en parler des heures, mais si tu veux, quand moi je poste un truc sur TikTok, en effet, c'est du contenu intelligent, si on va par là. C'est-à-dire, c'est du contenu musical, c'est de la musique, c'est pas mal en soi. C'est pas du vide, c'est pas du rien. Ça, je peux un peu le contester quand tu vois des personnes qui ont des millions de vues avec du rien, enfin, du rien. C'est pas du rien, t'as compris. Mais c'est l'être humain. Là, on part en philo. On part en philo encore. C'est toujours le problème. Là, on part en philo. Mais voilà, tu vois. Écoute. Moi, je te propose un truc. Ouais. Parce que vraiment, là, on a fait une grosse parenthèse réseaux sociaux et je pense que c'est vraiment un truc finalement qu'on pourrait, on pourrait brasser. Mais je propose que on utilise justement cette vidéo à bon escient et qu'on passe à la surprise. Est-ce que tu as envie de nous faire un petit morceau? Ouais. Je sais pas trop lequel, tu vois. Je me suis dit, je vais choisir sur le coup et là, je sais plus. Il y a tellement de morceaux. Vas-y, on va voir. On essaie de ça. Ouais, petite musique de l'album. Ouais, c'est une petite musique de l'album. Allez, super. Oh, c'est un peu serré. Alors, je peux faire ça un peu. Je pense que je vais l'éloigner un peu parce que c'est possible que la voix sorte un peu, quoi. Ouais, c'est une chanson de l'album qui s'appelle Infime Infini. D'accord. On en parlera plus. En fait, parce que je pense que tu la connais pas et du coup, je sais pas si t'as écouté l'album. J'ai pas écouté tout l'album. Je connais 2-3 titres, je pense. Ok. Ouais. C'est tant mieux. Ça va être encore mieux. Bravo. Je sais pas pourquoi je suis pas partie encore. Moi. C'est vrai. Quelle honte. Quel non-professionnalisme. C'est clair. Putain. Non, mais justement, c'est super intéressant parce que du coup, tu vas la découvrir là en live. Je suis intéressée je suis intriguée par ce que tu pourras m'en dire après. Mais c'est trop bien, en plus, je vais pouvoir vraiment rebondir sur les mots. Je vais pas pouvoir faker, quoi. Ah, de ouf. Okay. Bon, je suis un petit peu enrhumée, donc comme je l'ai dit, je vais pas trop forcer la voix, mais en tout cas, l'ami sera. Bon, c'est parti. T'es prêt, Rémi? Je suis prêt. Ok. Ne verse pas ta larme. Sois insensible. Je vais être fort. C'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai pris pour tes yeux une route éphémère qui m'emmène sous des cieux, qui me rappelle la terre de cette enfance perdue
face à cet océan qui me juge et me tue. En m'anéantissant, j'ai pris pour tes mots une route fragile. Je vacille encore trop sous cette peau qui palpite, qui fait battre le ciel, qui fait trembler les dieux, qui fait rire l'éternel de devoir fuir tes yeux. Et j'ai pris le large. Pour d'autres femmes, je pars pour Paris. Et si je m'éloigne, garde toujours la flamme de notre infime infini. J'ai pris pour terrain une route lubrique, le chagrin touche aux mains, des beautés érotiques. Quand le sexe est ouvert, qu'il accueille sans savoir les blessures d'un seul être. Pour percer sa mémoire, j'ai pris pour ta peau une route poétique, parsemée de ces mots qui font d'un rien l'unique. S'il faut de la vie, lui rendre ses couleurs dans les bras de nos nuits, nous refaisions les heures. Mais j'ai pris le large. Pour d'autres femmes, je pars pour Paris. Et si de toi je m'éloigne, garde toujours la flamme qui nourrissait notre incendie. J'ai pris pour ta chair une route chimérique, s'attachant à l'éther pour tenter l'Atlantique. Mais mon cœur ne voit guère d'avenir en les liens, il s'allume quand il erre sur la terre d'autres seins. J'ai pris pour ton corps un bouquet de quelques rides pour donner à la mort des raisons de nous fuir. Et je porte cette tendresse, en moi reste l'affection pour ton être, ma tristesse. S'oublier ton passion, ton lit nu j'ai chopé, putain des morceaux d'étoiles. Si ces morceaux de toi avaient pu tuer là ma solitude avide, de mes mots éperdus et transformer le vide en beauté dévêtue, pour comprendre de l'amour qu'il avait des couleurs, mais que je n'ai su peindre qu'un bout de ciel pleurant la peur. Alors pardonne-moi si je n'ai su t'offrir ce que s'offrent ceux qui savent s'aimer jusqu'à mourir. Et j'ai pris le large. Pour d'autres femmes, je pars pour Paris. Et si de toi, putain, je m'éloigne, sache que je garderai en moi la flamme de notre infime infini. J'ai pris pour mon être une route solitaire, à partir sur des terres, crucifiant mes enfers, à tenter l'infini. Je te penserai toujours, la fuir dans la nuit. Tu m'oublieras un jour. J'ai pas pu forcer à la fin. Magnifique. Merci. Alors, figure-toi que je l'avais déjà entendu. Ah. Mais j'avais pas... Je pense que j'ai entendu un extrait que tu avais dû mettre quelque part, je sais pas où. Peut-être sur scène, possiblement. C'est possible sur scène. Hop, c'est bon. C'est bon. Bon, déjà... Je me permets, j'ai chaud un peu. Mais vas-y, permets-toi. Dans le remède, tout est permis.
J'ai voulu, tu vas faire en douceur. Tu vois, j'aurais pu partir sur un truc un peu plus rock, un peu plus. Mais en fait, je te laisse parler, je te laisse rebondir, je parle plus. Oui, alors, écoute, déjà, magnifique. Bon, moi, je connais un peu ta plume déjà. C'est très, très bien écrit, clairement. Et je pense que, étant donné que j'avais entendu juste un bout, je m'étais pas trop concentré, j'avais dû voir ça vraiment j'étais moins concentré, quoi. Mais j'avais déjà entendu cette ritournelle, et j'avais déjà entendu ça, j'avais trouvé ça joli. Et là, du coup, en me concentrant un peu plus sur les paroles, je sais pourquoi tu l'as écrit. J'imagine que tu l'as écrit pour quelqu'un. Oui. Pour quelqu'un, oui. Ouais. Ça semble évident. Et il me semble bien qu'on voulait parler d'amour, un de ces quatre. Hein, ouais. Donc si voilà. C'est toi qui choisis ton émission. Ouais, non, mais autant aller dans le vif totalement. L'amour entre, là pour le coup, deux personnes. Et j'ai cru comprendre, te connaissant un petit peu, pour qui tu l'as écrit. Je crois pas du tout. Ah, tu penses ? J'avais 20 ans quand j'ai écrit cette chanson. Ah, bah alors pas du tout, alors. Pas du tout. C'est marrant parce que... non, tu ne sais pas. Tu vois... Je n'ai jamais prononcé son nom. Tu n'as jamais prononcé son nom ? D'accord. Non. Très bien. Et alors, que dire après ça ? Je t'ai coupé la voix. Comment... En fait, c'est surtout dans quel axe je voudrais... Cette chanson, elle parle de quoi, concrètement ? Elle parle de l'impossibilité... Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette chanson, d'ailleurs, c'est... Chloé qui connaît ses paroles par cœur. Super, tu sais, quand tu les prends en plein cours, c'est super dur, tu sais, de retrouver... Ah, attends, je combine les mots. C'est... Alors, pardonne-moi si je n'ai su t'offrir ce que s'offrent ceux qui savent s'aimer jusqu'à mourir. Tu vois, il y avait cette impossibilité pour moi, comme cette problématique avec autrui, ça fait le lien avec ce qu'on disait au début, mais du coup encore plus dans le couple, je comprenais pas, tu vois, le couple, c'est encore plus exposé à autrui. Le couple, c'est le plus gros miroir, quoi. Le plus gros miroir de soi. En fait, voilà. Et là, c'était, on va dire, c'était pas ma première relation, évidemment pas, mais là où j'ai peut-être commencé à ressentir des choses sérieuses et profondes. Donc, évidemment, ça fait peur, quoi. Et évidemment, il fallait pas montrer, comme je dis, ses faiblesses, ses sentiments, ses émotions. Et donc, tout ce qu'on fait, moi qui croyais que c'était une force, tout ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était une faiblesse avec le temps. C'est-à-dire que j'ai fui l'amour. Je suis partie pour Paris, c'est ce que je dis. C'est une histoire vraie, tout ça c'est vrai. Il y a rien de toutes mes chansons, c'est du réel. Hein. Et j'ai fui l'amour en conscience, quoi, pensant que il allait me détruire plutôt que me sauver. Alors que je t'ai dit depuis tout à l'heure que la source de la vie c'est l'amour. Et en fait, je pense que on passe notre temps des fois. Enfin, on passe notre temps. Je pense qu'on fuit souvent la vie en fuyant l'amour et ça a été long, ce parcours, moi, personnellement, tu vois, à côtoyer la vie et la mort, et qu'est-ce qu'on fait de cet amour, tu vois, pour toujours se connecter à la vie, mais en même temps, ces blessures, comme tu dis, ce reflet de soi qu'on voit en l'autre, c'était très dur d'être aimé. C'était, encore une fois, comme cette légitimité, je ne sentais pas cette légitimité d'être aimé aussi. Là, je confie tout, hein. Putain, franchement, c'est la première fois que je fais un truc comme ça, je te le dis. Hein. Mais parce que j'ai plus peur de le dire. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment une force. C'est un remède de dire les choses. De dire, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça. Et je pense qu'en plus, je pense qu'on est tellement, tellement, tellement nombreux à ne pas savoir quoi faire de l'amour, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là, quoi. Et qu'est-ce que c'est, en plus, tu vois, et putain, et puis moi, en plus, je suis éduquée un peu, j'allais dire comme un garçon. C'est peut-être pas bien, mais... C'est-à-dire, j'ai vraiment été éduquée dans le truc, tu ne montres pas tes émotions, tu fais la meuf qui ne... Tu vois, un peu la conquérante, un peu le Don Juan féminin. Il y a ce côté-là, hein, tu vois. Il y a ce côté, c'est comme ça que t'es forte, c'est comme ça que tu t'es reconnue, c'est comme ça que... Donc, je pense qu'il y a un rôle aussi qui a été joué. Et quand tu te rends compte qu'en fait, ce rôle-là, c'est celui qui te tue et qui t'éloigne de l'amour, c'est... Et j'irais même plus loin. Tout à l'heure... Tu disais que tu pensais que c'était une force. En fait, il y a une telle ambivalence dans ce côté, l'amour et tout ce qui compte. C'est la plus belle des choses et c'est ce qui nous fait vivre. Et en même temps,
il y a cette... Je vais essayer d'exprimer, c'est simple et difficile à la fois. C'est parce que c'est le sentiment, parce que c'est le sentiment le plus simple et le plus difficile. Tu vois, c'est ce que je disais souvent, la différence entre la simplicité et la facilité. Tu vois, c'est quelque chose de simple, ça devrait être simple, l'amour, mais c'est difficile. Mais l'idée est simple. L'idée est simple, tu vois, mais ça demande du courage d'aimer, ça demande du courage d'être aimé. Et je pense que de fuir l'amour, c'est fuir la souffrance de l'amour. Mais quand tu fuis, bah, tu souffres d'avoir fui cette souffrance. Tu vois? Parce que je pense que c'est aussi cette peur de vivre le deuxième face de la pièce, qui est la souffrance. Parce que l'amour, plus c'est fort, plus c'est extrême, de toute façon, plus tu vis les choses dans l'extrême, donc les belles choses comme les moins belles, en tout cas les plus difficiles à vivre. Voilà, je pense que ça a résumé pas mal la pensée que ce que je voulais. Je voulais pas te couper en fait, mais j'ai juste paraphrasé un petit, j'ai essayé un peu de synthétiser un peu ce que tu disais. Oui, parce que comme tu dis, en fait c'est très dur là de parler, c'est très dur de parler d'amour et à la fois il y a tellement à en dire et j'en ai tellement dans la tête, tu connais quoi. Bien sûr. Et parce que c'est un véritable sujet en fait, enfin c'est le sujet. Et du coup, on est quand même dans une ère là actuelle où on sait plus ce que c'est l'amour parce qu'encore une fois on est aussi inondé quoi. Encore une fois, il y a trop. Et puis ouais, il y a un amalgame entre justement, parce que tu dis, tu vois, on est inondé, donc ça fait encore référence aux réseaux sociaux, mais il y a un amalgame entre reconnaissance et amour. Il y a une part d'amour dans la reconnaissance, une amour de soi, d'amour propre, tu vois, mais le véritable amour n'est pas juste... c'est difficile, c'est-à-dire n'est pas juste être reconnu, alors qu'en fait, il y a quand même ce gros truc d'être reconnu, même que ce soit par une personne ou ne serait-ce que par nous, ne serait-ce qu'être reconnu par nous-mêmes. On se reconnaît, on se légitimise. Donc la reconnaissance, c'est aussi l'amour en fait. J'allais dire non, mais en fait oui, tu vois ce que je veux dire. Même si c'est juste de nous à nous-mêmes, ou juste une personne en face de toi. Et là, en l'occurrence, un couple. Donc, on retombe sur nos pattes, sur le couple. Tout à fait. Waouh, c'est dur. C'est dur, hein. Ça bug un peu là. Hein. Ça bug un peu. À la fois, tu sais, il y a cette citation tant célèbre là, qui dit que si on s'aime pas nous-mêmes, on peut pas aimer quelqu'un d'autre. En fait, il y a une vérité dedans, je trouve aussi. Hein, en fait, il y a une vérité en même temps pas. Je pense qu'on peut vraiment aimer sans s'aimer vraiment, mais je pense que c'est du coup toujours un peu biaisé, quoi. On aime l'autre à travers nos propres blessures, quoi. Et du coup, forcément, enfin, c'est d'où les conflits à l'intérieur du couple, c'est d'où les, tu vois, c'est non remise en question. Enfin, après, si on aborde la question du couple, ça peut être super long. Hein. Ouais. Donc, je pense qu'il faut pas trop qu'on s'égare là-dessus. Mais juste pour en revenir, par exemple, à la chanson, je l'ai écrite parce que justement, moi, j'étais trop blessée pour pouvoir me lancer dans une histoire. Donc, quel est le meilleur moyen que de fuir? C'est tout. Couper, fuir, basta. Et en fait, maintenant, je me rends compte que ça, c'est pas de la force. La force, c'était d'affronter ce sentiment. En tout cas, d'aller jusqu'au bout, mais pas de fuir de cette façon, tu vois. La façon dont je l'ai fait, la façon dont j'ai fui. Mais en même temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on l'a. Et le tout, c'est aussi de voir où c'est qu'on en est maintenant, tu vois. Où c'est qu'on était avant par rapport à l'amour et où c'est que j'en suis maintenant, tu vois. Et comme c'est beaucoup plus paisible tu vois, de se dire, mais je peux être aimé, j'aime, et il n'y a pas de conflit entre. Tu vois, il n'y a pas de conflit avec moi-même, il n'y a pas de conflit avec l'autre. Parce que je sais, moi je sais ce que je vaux. C'est-à-dire maintenant, si je peux parler de tout ça aujourd'hui à toi, de façon très très décomplexée, de mes faiblesses, de mes souffrances, de tout ça, c'est parce que j'ai un regard sur moi qui s'aime. J'ai une Chloé, tu vois, je peux le dire, je m'aime, tu vois. Et c'est important de le dire. Je pense qu'il faut se dire, peut-être chaque matin, tu vois, de dire, Rémi, je t'aime, tu vois, même presque face au miroir, en fait. C'est super important. Et je pense que quand on arrive, je sais pas si on arrive à 100% à l'amour de soi, l'amour est toujours ambivalent, l'amour fluctue avec le temps. En tout cas, on s'aime jamais de la même manière. Mais au moins une reconnaissance envers soi, on existe, on est légitime d'être aimé, on est unique.
Et cette personne-là, tu vois, du coup, cette personne où on ressent un sentiment, bah, on peut l'accueillir avec une bienveillance, avec un regard, j'allais dire totalement pur. C'est jamais totalement pur, ça peut être biaisé par tellement de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour, en tout cas, qu'on a à offrir, il va être beaucoup plus sain, tu vois, en tout cas. Et qu'on ne sera pas dans l'attente de « aime-moi », tu vois, ce truc de « aime-moi absolument ». Il y a beaucoup de ça, hein. Je vois beaucoup de couples qui disent « aime-moi, j'ai besoin d'être aimé et je t'aimerai si tu m'aimes ». Moi, je t'aime pas parce que tu m'aimes, tu vois, mais j'ai pu passer par ce genre de truc, je pense, dans ce truc de j'ai besoin d'être aimé pour me sentir légitime d'aimer. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu bordélique comme ça. Et maintenant, non, j'accueille l'autre, que ce soit en amitié, dans toutes mes relations, comme cet individu est un individu à part entière, et je l'accueille lui, et en tout cas avec le moins de jugement possible, et avec cet accueil de cet amour, tu vois, enfin, il y a une distance, c'est-à-dire entre moi et l'autre. Je sais pas comment expliquer ça. Je peux aimer consciemment, quoi, tu vois, sans être interféré par des blessures maintenant. C'est ça que je veux dire. Et ça, quand il y a ça, tu vois, tu souffles quand même. Bien sûr, donc on revient toujours au fait de finalement être en constante recherche, mais aussi évolution de soi, compréhension de soi plutôt, compréhension de soi. Et tu disais, mais bon, tu disais arriver à une espèce d'amour pur. Je pense que, encore une fois, à partir du moment où on est constamment en train de grandir, que la vie, c'est constamment des cycles, c'est des moments, c'est des périodes. On n'aime pas, tu l'as dit aussi, on n'aime pas de la même façon à telle ou telle période. Et ça veut, je pense qu'on aime de la manière dont on s'aime, oui d'accord, mais de la manière dont on voit la vie à ce moment-là aussi. C'est-à-dire comment on se voit, mais comment est-ce qu'on ressent aussi l'énergie de la vie à ce moment-là. Et comment je ressens moi les choses, qu'est-ce que j'extériorise de moi-même, de l'intérieur vers l'extérieur. Je l'extériorise dans les moments simples, c'est des moments même, comment je mange. Oui. Tu vois, comment je mange, comment je pense, est-ce que je me couche tard, est-ce que je me couche tôt, et peut-être qu'à ce moment-là, je mange comme un goinfre, tu vois, parce que j'ai envie de bouffer la vie, et peut-être que dans 2 semaines, je prends avec minutie petite bouchée par petite bouchée, parce que je me sens zen, tu vois, et que je me sens vraiment dans un truc d'accueil, et ça dépend en fait, donc c'est pour ça que l'amour, et encore une fois, c'est ça qui est super important, je pense, c'est que non seulement on n'est jamais parfait, on n'est jamais dans la perfection de soi-même, et paradoxalement, je pense qu'on est toujours soi-même. Voilà. Et qu'on est toujours dans la perfection de soi-même, parce que même quand on a des émotions qu'on pourrait qualifier de plus négatives, ou des situations qui sont plus négatives, ça fait partie de qui on est, comment on les accueille. Et tu vois, on en parle beaucoup de ça, que toutes les émotions, parce que pour moi, la vie, encore une fois, c'est la transmission, donc ce ne sont qu'un amoncellement d'émotions. Tu vois, c'est « Ok, là, je ressens ça avec toi maintenant. Si je regarde la guitare, je vais peut-être ressentir autre chose. » Tu vois, et j'ai perdu le fil parce que je disais un truc. Non, parce que là, c'est l'arbre, là. Hein, il y a un beau chêne qui s'est... Tu vois. Attends. Je disais... on est on est toujours, oui, les émotions dites négatives et les ressentis dits négatifs, en fait, mais c'est tout aussi beau et ça peut être tout aussi jouissif que ce qu'on qualifie de positif. Par exemple, tu vois, on va dire joie, paix, bonheur, amour, ok, positif, tu vois, tristesse, colère, stress, je sais pas, moi, voilà, exactement. Et on dit ça, faut pas. Ouais, mais en fait, et encore plus quand tu es artiste, moi, si je prends un exemple personnel, et on en a discuté, je crois que toi, c'est pareil, et j'en suis sûr même, d'ailleurs, c'est que, en fait, je n'ai jamais été aussi heureux, enfin, j'étais tout aussi heureux de plonger dans ma tristesse pour composer, par exemple,
que d'être joyeux à un autre moment T, tu vois. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais quand même, tu sais, t'as parlé de la pureté de l'amour tout à l'heure, que c'était le sentiment, que je vais faire référence au sentiment. Bien sûr, mais tu l'as dit de toute façon après. Tu l'as dit après, j'ai oui, la pureté, ah puis non, tu vois, non, je sais très bien. Sur des petits trucs, c'est tout. Mais en effet, par contre, t'as soulevé un truc super intéressant. C'est ce côté, mais encore une fois, d'acceptation, en fait. Oui, c'est-à-dire de dans tout, le côté l'acceptation de tout. Binaire encore, tu vois, ce côté binaire et chiant. Et la recherche de la vérité absolue. Oui. Même toi comme moi, on l'a pas. Tu vois, là, on est en train de débattre et de refaire le monde, mais en fin de compte, on n'est pas en train de dire d'ailleurs ça c'est la vérité. Quoique, je ne sais. En fait, je sais même pas. Tu vois, c'est marrant. Des fois, je me pose des questions. Mais comme tu dis, mais ça, c'est encore un truc sociétal. On a été éduqués dans il faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions. Ça, c'est mal. Ça, c'est bien. Pourquoi? Ça, c'est toujours une question peut-être débile, mais en fait, je me suis dit quand même, rire, sourire en public, c'est très bien vu, il n'y a pas de problème. Toutes les émotions, tu peux les montrer en public, à part si tu pleures, oui. Il faut se cacher. Genre, tu pleures comme ça dans la rue. Ça nous t'est tous oui, bien arrivé. sûr. On pleure comme ça, bon, quand on crie, du coup, c'est mal vu. En effet, il y a toujours ces côtés, en fait, ces trucs-là c'est très mal accueilli, en fait. C'est-à-dire, il faut cacher. On pourrait partir encore sur autre chose. Je vais essayer de revenir là. Il faut cacher la souffrance, quoi. Faut cacher la tristesse. Et il faut cacher la colère aussi. La colère, c'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est qu'une énergie. Si elle est utilisée, comme tu parlais de l'écriture, on en revient encore à la musique, c'est pareil, t'as écouté un film infini là à l'instant, je l'ai pas écrit dans waouh et tout est beau, tout est joli, non au contraire, c'était pour pouvoir d'ailleurs mettre des mots dessus et être résiliente d'ailleurs, parce que le maître mot c'est ça. Pour être résiliente d'ailleurs, il faut savoir accueillir toutes les émotions et les accepter en soi. T'en fais ce que tu veux, tu vois, tu peux en faire une chanson, tu peux l'exprimer à ton pote et tout ça, mais le fait c'est vraiment d'en faire quelque chose, au moins en faire quelque chose, et pas parce que beaucoup de gens refoulent toutes ces émotions-là négatives et du coup ils la nourrissent en permanence inconsciemment. On nourrit ça parce que c'est pas bien de pleurer en société, c'est pas bien d'être en colère, c'est pas bien d'exposer ça, l'autre il a pas à voir ça, l'autre il a pas à subir ça. Moi je pense que pleurer doit être autant montrable et montré que sourire et rire. On doit porter un autre regard là-dessus. Ouais, complètement. Tu comprends ce que je veux dire ? Complètement. Et d'ailleurs, malheureusement, là, je vois le temps qui file. Je pense que là, on va devoir terminer ici, mais j'ai envie de pleurer. On va. Est-ce que j'ai le droit ? T'as envie de pleurer, mais tu pleures, vas-y, y a pas de souci. C'était très, très, très stimulant. On en fera un beau Reels. Des millions de vues. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, on va retomber sur nos pattes parce que juste avant, c'est dans la continuité de ce que tu viens de dire sur la difficulté de pleurer en public, d'avoir les émotions négatives en public. Mais on va retomber sur exactement ce qu'on disait au tout début, que l'art exacerbé, quand on va vraiment obsessionnellement dans l'art, c'est de la survie. Et ça correspond aussi exactement à la chanson que tu as écrite pour cette personne, que tu n'arrivais peut-être pas à exprimer d'une autre manière ce que tu voulais lui dire que par une chanson, que par écrire toi toute seule et la chanter. Et donc du coup, c'est ça aussi notre chose salvateur, notre remède, et pourquoi ton remède de la musique, c'est qu'en fait, c'est la survie, c'est j'y arrive pas, je me réfugie dans mon remède. Exactement. Tu vois ? Exactement. C'est ton médicament, oui, si tu veux. Je dirais même que c'est pas que la musique, c'est l'agencement de la musique et des mots. Enfin, l'agencement des mots avec la musique. Tu vois, ce truc-là. Moi, c'est mon remède. Toi, y en a... Ouais, j'allais te demander, c'est quoi ton remède d'ailleurs ? Moi, c'est de toute façon la transmission, quelle qu'elle soit. Je veux dire, la musique en premier lieu. Mais pour moi, ici, là, c'est un remède. Et d'ailleurs, ce podcast, c'est autant un remède que je veux partager aux gens, et c'est un remède pour moi aussi. C'est ça. De rencontrer, d'échanger. Ça me fait des réflexions aussi sur moi-même. Je veux que ce truc-là soit un remède pour tout le monde, tu vois. Ouais, et je partage la même chose. Là, tu vois, en te parlant, je me dis, il y a ces personnes qui nous regarderont, et je crois que c'est même ça l'essentiel, quoi. On se parle pas pour se parler, pour se faire de la branlette intellectuelle, là, tu vois, actuellement. Moi, si je te parle là, il y a des caméras, c'est aussi le même objectif que toi, quoi. C'est dire, moi, c'est mon remède, c'est tout ça.
j'allais sortir un truc bateau, donc je sortirai peut-être pas. Mais tu vois, enfin, c'est non, ne pas avoir de crainte, enfin, ne pas avoir peur de soi, s'accepter. Tu vois, c'est des mots-clés, Ouais. mais en fait, c'est des mots-clés, c'est important. Exactement. Et trouver son rêve, et trouver son médicament, son remède, son propre remède. Je crois que c'est ça. Et ton podcast va en ce sens, et je trouve que c'est une super idée. Je suis très heureuse de partager, en tout cas, ce moment avec toi. Et que tu sois dans cette écoute et cette bienveillance aussi, et que des personnes puissent avoir ce retour et avoir ce cadeau que tu offres et qu'on offre ensemble. Ouais. Bah écoute, merci. Tu vois, j'allais te demander est-ce que tu veux dire un mot de la fin, mais je crois que tu as fait une vraie conclusion. J'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Donc vraiment, bah, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Je pense que pour ceux qui t'ont écouté parler aujourd'hui et qui t'ont écouté aussi chanter, je pense que là, aujourd'hui, vraiment, ils veulent te voir sur scène. Donc le Baby Blues, on espère qu'il va être de courte durée. Oui, évidemment. Il y a des scènes prévues bientôt? Oui, pour l'instant en solo là. En solo au mois de juillet du côté d'Albi. Je vais aussi tourner un petit peu en octobre. Mais là c'est du solo là. Fin d'année. Bon, tout est sur ma page. Peut-être que tu transmettras les informations. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux justement? Sur Facebook, Instagram, tu mettras peut-être les trucs, je sais Oui, pas. je mettrai. Donc Facebook, Instagram, YouTube et mon site internet évidemment, tu vois, pour se procurer l'album ou pour aller un peu. L'album est toujours en vente? Toujours en vente. Ok. Ouais. À l'aube de l'écorchure. À l'aube de l'écorchure. Tout à fait. Dans les bacs. Que sur le site internet pour l'instant, il n'est pas dans les Fnac, etc. Mais que sur le site internet ou en concert. Donc il faut venir peut-être en concert, c'est cool. Super. Voilà. Bon, bah merci Chloé. Bah, merci à toi Rémi. Longue vie à toi et ton remède. Ouais, bah tiens aussi.